votre bouche pour écouter des histoires est prête? Oui. Est-ce que votre bouche pour chanter est prête? Oui. C'est l'hiver. Oh, il fait très froid. La neige a recouvert tout le paysage. Les maisons, la forêt, le jardin. Et pour sortir dehors, il faut mettre ses bottes, enfiler son manteau, entourer son écharpe autour du cou, mettre ses gants et enfiler son bonnet. Mais un jour, au cours d'une promenade, le bonnet est resté accroché à une branche. Le vent l'a fait balancer et il est tombé dans la neige. Mais si les hommes ont froid, les animaux aussi. Trotti, trotta, trotti, trotta, trotti, trotta. Toute grise, toute gelée, ses longues moustaches givrées. Une petite souris voit le bonnet. Elle s'approche du bonnet et rentre dans le bonnet. Qu'il fait bon dans cette petite maison. La souris se roule en boule et s'endort. Boing, 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 boing. Toute verte, comme montée sur un ressort. Quoi? Oui, une grenouille voit le quelqu'un. La petite souris sort du bonnet. Oh, s'il te plaît, petite souris, laisse-moi entrer, j'ai trop froid. Mais bien sûr, dit la petite souris, ma maison est tellement grande, viens, rentre. Et la grenouille rentre dans le boing, 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 boing. Toutes les deux, elles s'amusent comme des petites folles. Sauti, sauta, sauti, sauta, sauti, sauta. Sa petite queue blanche comme une boule de neige, ses longues oreilles nouées sous son cou. Ah, vous êtes vraiment trop fort. Un lapin voit le bonnet. Wouhou! Y a quelqu'un? La souris et la grenouille sortent leur tête du bonnet. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Mais bien sûr, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Et le lapin entre dans le bonnet. À l'intérieur, le lapin dénoue ses longues oreilles et s'installe à côté de la souris et de la grenouille. Oh, ils sont un petit peu à l'étroit, mais comme ça, ils se tiennent bien chaud. Filou, fila, filou, fila, filou, fila. Le museau au vent, sa longue queue rousse plaquée sur le côté pour qu'il n'ait pas froid. Mais vraiment, vous êtes trop fort. Un renard voit le bonnet. Ah. Ouh! Y a
roseau du bonnet. J'ai froid, laisse-moi entrer. Mais tu vas tout faire craquer. Ah, gentille petite souris, ne vois-tu pas comme je suis mince? Et puis, tu ne vas pas me laisser mourir de froid, petite souris. Alors, la souris accepte et le renard entre dans le bonnet. Il passe une patte, une deuxième patte, sa tête. La souris, la grenouille et le lapin se font tout petits. Le renard rentre complètement dans le bonnet. Mais des jours commencent à paraître aux coutures. Mais le bonnet tient. Padoum, 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 padoum. Grand comme une montagne sous son épaisse fourrure brune. L'ours. Un ours voit le bonnet. Y a quelqu'un? Le lapin, qui était près de l'ouverture, sort son museau. J'ai froid, laisse-moi entrer. Pas question, tu vas tout faire craquer. Non, je ne suis pas si gros que ça. Pas question. Si vous me laissez entrer, je vous apporterai du miel. Vous aimez le miel? Oui. Les animaux aussi. Et ils décident de faire rentrer l'ours dans le bonnet. Et l'ours rentre dans le bonnet. Il rentre, sa tête dans ses épaules, plie ses pattes avant. Et il rentre dans le bonnet. La souris, la grenouille, le lapin et le renard sont plaqués comme des crêpes. Plus un poil ne bouge, ça coince au niveau de son énorme popotin. Mais il rentre complètement. Les coutures s'agrandissent. Mais le bonnet tient bon. Et à ce moment-là, dehors, une petite fourmi arrive. Et elle aussi, elle a froid. Et sans rien demander à personne, elle se glisse entre l'ours et le renard. Et paf! Le bonnet éclate en 1000 morceaux et les animaux sont projetés par terre. La souris, elle tombe par ici, très bas. La grenouille, elle tombe par là. Le lapin, au moins, tombe un peu plus loin. Le renard, il a les poils en pétard. Et l'ours, poum, patapoum, poum, poum, tombe dans la neige. Et tout plein de neige, tout penaud, ils ne font pas attention à la petite fourmi qui continue son chemin à la recherche d'un nouvel abri. Merci. Dans la ferme du vieux Paul, il y a la poule Picotti. Alors que les autres poules, elles aiment bien jouer entre elles, aller dire bonjour aux vaches, aux canards. La poule Picotti, elle n'aime qu'une chose, picorer. Picori, picora, grimpe par
par-ci, brun par-là. Vous le faites avec moi? Picori, picora. Avec les mains? Picori, picora, grain par-ci, grain par-là. Un jour où Picotti est allé en direction de la forêt à la recherche de graines encore plus grosses et encore meilleures, elle tombe nez à nez avec un œuf. Mais alors un œuf énorme. Et là, pour la première fois de sa vie, elle sent son petit cœur de poule qui se met à faire boum boum, boum boum. Alors elle grimpe sur l'œuf et elle se met à couver. Et couver l'œuf, cela dure longtemps, plusieurs jours. Et enfin, un matin, elle entend. Elle saute de l'œuf et de l'œuf sort un petit, mais alors un petit, mais un petit quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Un bébé quoi qui sort de l'œuf? Un serpent. Eh bien, en fait, mon histoire ne le dit pas. À peine sorti de l'œuf, le petit regarde Picotti. J'ai faim! Alors Picotti, toute fière, elle amène le petit jusqu'au poulailler. Elle le présente à ses amis le poule et aussitôt, le petit se met à manger. Picotti, picota, grain par-ci, brin par-là. Avec moi? Picotti, picota, grain par-ci, brin par-là. Mais au bout de quelques minutes, il ne reste plus le moindre grain, plus le moindre brin dans le poulailler. Le petit a tout mangé. Les autres poules sont pas contentes. Mais quel goinfre ce petit Picotti, il a tout mangé. Picotti et le petit sont obligés de repartir bien vite du poulailler. Oh, c'était bon. J'ai faim. Alors Picotti amène le petit jusqu'à l'étable, là où vivent les vaches. Et à l'étable, il y a des grains et du foin. Et aussitôt, le petit se met à manger. Picotti, picota, grain par-ci, foin par-là. Ensemble. Picotti, picota, grain par-ci, foin par-là. Mais au bout de quelques secondes, il ne reste plus le moindre grain, plus la moindre brindille de foin dans toute l'étable. Le petit a tout dévoré. Mouh, mouh, font les vaches en colère. Et Picotti et le petit sont obligés de partir tout de suite. C'était bon, j'ai faim. En traversant le jardin du vieux Paul, Picotti et le petit passent sous les cordes à étendre le linge. Et accrochés aux cordes, les pantalons, les vestons et les blousons du vieux Paul en train de sécher. Des pantalons, des blousons. Aussitôt, le petit se met à manger. Picotti, picota, blouson par-ci, pantalon par-là. Avec moi? Picotti, picota, blouson par-ci, pantalon par-là. En quelques instants, il ne reste plus le moindre pantalon, plus le moindre blouson, mais même pas un bouton sur la corde à linge. Le petit a tout avalé. C'était bon, j'ai faim.
Picotti, un peu embêtée quand même, elle amène le petit jusqu'au garage, là où le vieux Paul gare ses voitures, ses tracteurs et tous les engins à moteur de la ferme. Des voitures, des tracteurs, et aussitôt, picori, picora, voiture par-ci, tracteur par-là, ensemble. Picori, picora, voiture par-ci, tracteur par-là. Quelques minutes après, il ne reste plus de voiture, plus de tracteur, et même pas un pneu ou un boulon dans le garage. Il a tout avalé. C'était bon. J'avais faim. Mais c'est à ce moment-là que le vieux Paul arrive. Quand il comprend ce qui s'est passé, il se met dans une colère. Ouh là 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 là. Picotti, tu vas me ramener ce petit là où tu l'as trouvé, dans la forêt. Alors Picotti ramène le petit jusqu'à la forêt. Quand elle revient à la ferme, toute seule, elle est tellement triste, elle a le cœur lourd, elle n'a plus envie de rien faire. Elle ne joue plus, elle ne se promène plus, elle ne mange même plus. C'est à ce moment-là que la famille de renards, qui a fait sa maison juste à côté de la ferme, décide de passer à l'attaque. Toutes les nuits, les renards entrent dans la ferme et ils s'en prennent aux animaux. Des canards, des poules disparaissent. Les vaches, mortes de peur, ne donnent plus une goutte de lait. Le vieux Paul a beau essayer de renforcer les clôtures autour de la ferme, se mettre en garde avec son fusil de chasse pendant toute la nuit. Rien n'y fait. Toutes les nuits, les renards arrivent à rentrer dans la ferme et ils terrorisent les animaux. Jusqu'au jour où le vieux Paul vient voir la poule Picotti. Tu sais, Picotti, je crois que le petit pourrait nous aider avec les renards. Est-ce que tu pourrais aller le rechercher dans la forêt? Alors Picotti, toute heureuse, va jusqu'à la forêt et elle retrouve le petit exactement à l'endroit où elle l'a laissé, en train de dévorer des feuilles d'arbre. Oh, il a encore un peu grandi et il semble beaucoup plus sage. Et quand on lui propose de revenir avec elle à la ferme, il est bien content et il accepte avec joie. Quand le petit arrive à la ferme, il se met à garder. On ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là à la ferme. Mais ce qui est sûr, c'est que des renards, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, le vieux Paul est venu voir le petit. Si tu veux, tu peux rester ici à la ferme. On te trouvera un endroit pour dormir et de quoi manger. Mais tu ne dois plus dévorer ce qui ne t'appartient pas. Le petit a accepté. Et bientôt, il est devenu l'ami de tous les animaux de la ferme. Les vaches, les canards. Et bien sûr, il est resté tout aussi gourmand. Mais maintenant, il a appris à partager. Oh! Ça fait 3 jours que le capitaine Hugo rame sur sa chaloupe de sauvetage. Une chaloupe, c'est une petite barque que l'on a sur les grands navires en cas de naufrage. Et bien là, il n'y a que lui qui a pu s'échapper. Mais ça fait 3 jours qu'il rame. Alors il a faim, il a soif, il est fatigué. Il croit qu'il va mourir. Oh.
ben non, les amis. Le capitaine Ego ne rêve pas parce que quelques heures après, eh ben, sa chaloupe, elle échoue sur une belle plage de sable fin. Là, devant lui, une cascade avec de l'eau limpide, claire, fraîche. Et là, un arbre avec des gros fruits dorés qui ont le goût du miel. Et de l'autre côté de la cascade, un arbre de toutes les couleurs, avec des haricots de toutes les couleurs, dont le goût lui rappelle les framboises du jardin de sa grand-mère. Y a quelqu'un? Là, un buisson commence à bouger. Un bec rouge en sort. Un gros oiseau tout jaune, avec des ailes trop courtes pour lui permettre de voler, apparaît. Cet oiseau a la particularité de pondre des œufs en chocolat. Il les pond au pied des arbres, comme ça, avec le soleil, ça fond et ça nourrit les arbres par la racine, qui donnent du coup de très bons fruits pleins de vitamines et qui nourrissent l'oiseau. Moi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais sur mon île? Et le capitaine Ego lui raconte son histoire, son naufrage, tous ses malheurs. Oh, moi, t'as pas de chance, toi, dis donc. Et du coup, il lui pond un gros œuf au chocolat. Ah, ça était bien. Et puis, il l'emmène visiter son île. Une île merveilleuse avec des arbres exotiques, des fruits, des chants d'oiseaux, le paradis. Et puis le soir, il l'emmène sur la plage pour jouer aux échecs avec des coquillages. Et il lui raconte l'histoire de son île depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Ça dure toute la nuit. Et le matin, quand le soleil se lève au-dessus d'une mer calme, bleue, le capitaine Ego, il n'en revient pas. Bah, dis donc, t'en sais des choses, toi, l'oiseau. Eh bien, tiens, je vais t'appeler Socrate. Vous savez qui était Socrate? C'était un homme sage, il y a très longtemps dans l'Antiquité, et qui disait plein de belles choses pour les hommes, pour leur sagesse. Eh bien, du coup, le capitaine Ego, il l'appelle Socrate, parce qu'il trouve que vraiment, il sait plein de choses. Un oiseau, c'est quand même incroyable. Et puis, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et voilà qu'un jour, le capitaine Ego décide que cette île lui appartient, lui seul, et qu'il en sera le roi. Alors, il coupe des arbres et se construit un trône, comme un roi. Et puis, il se met à donner des ordres à tout le monde. Toi, le soleil, désormais, tu brilleras et tu chaufferas la température que je t'indiquerai. Compris? Toi, la mer, tu resteras toujours bleu et calme. Quant à toi, Socrate, maintenant je te demande de ne plus pondre au pied des arbres, mais à mes pieds uniquement. C'est compris? Bon, Socrate, il n'a pas l'habitude qu'on lui donne des ordres. D'abord, il est tout seul sur son île, et puis c'est lui qui l'organise comme il veut. Mais bon, il ne veut pas fâcher son nouvel ami, alors au début, il accepte, il pond ses œufs à ses pieds. Mais au bout d'un moment, il en a marre. Alors il retourne pondre ses œufs au pied des arbres comme il en avait l'habitude. Ça, mais le capitaine Ego, dans une colère. Il n'aime pas ton travail. Alors il coupe d'autres arbres, il construit une cage, il prend l'oiseau en prison. Ben, l'oiseau, privé de sa liberté, ne pond plus que des œufs tout petits, sans saveur, pas nourrissons du tout. Et les arbres, privés de leur bon chocolat, ils n'ont plus rien pour les nourrir. Alors ils ne donnent plus que des fruits tout secs, sans goût, sans vitamines. Le capitaine Ego, il commence à
avoir faim, avoir soif. Alors, très en colère, il se met à nouveau tellement énervé qu'il coupe des arbres, et je claque, rien que pour se défouler, et je claque, et je claque, et je claque. Et ça devient un véritable champ de bataille, il y en a partout. Et puis, vous savez, quand on change la végétation, la nature, eh bien, ça transforme la météo aussi. Et avant, c'était des petites gouttelettes fines qui tombaient sur les feuilles pour rafraîchir l'île. Maintenant, ce sont des trompes d'eau qui tombent sur l'île, des orages terribles, entraînant les troncs d'arbres jusque dans la mer, faisant naître des coulées de boue. C'est un véritable enfer. Il fait froid, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien à manger. Alors le capitaine Ego, il se dit, je vais reprendre ma chaloupe et je vais repartir de cette sale île. Mais il a trop faim, il a trop froid. Il ne peut pas partir comme ça, il n'est pas en forme. Il regarde l'oiseau. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. C'est alors qu'éclate un orage terrible. Un éclair illumine le regard de Socrate plongé dans les yeux du capitaine Ego. L'oiseau s'approche du capitaine Ego. Mon ami, je crois que tu as tout compris. Si tu veux, tous les deux, on peut maintenant reconstruire l'île pour la faire revenir aussi belle qu'avant. Va falloir reconstruire cette île, puisque moi, le capitaine Ego, je l'ai cassé en faisant l'idiot, quel imbécile. C'est pourquoi je troussais mes manches, il ramassait toutes les branches pour faire renaître la vie par ici. Moi, je voudrais bien qu'un bateau passe par là, tralala, et qu'en descende une jolie petite nana, tralala, à qui je pourrais offrir des œufs au chocolat que mon ami Socrate pourrait le lui pondre. En attendant, faut que je me mette au travail, aïe aïe aïe, tout en chantant cette petite chanson. Et le capitaine Ego a effectivement retroussé ses manches. Et avec l'aide de Socrate, ils ont enlevé tous les troncs d'arbres qui traînaient. Ils ont nettoyé la plage. Ils ont mis du goémon pour la rendre plus fertile. Et les plantes ont commencé à pousser. Les arbres ont commencé à pousser. Et l'île est devenue encore plus belle qu'avant. Et sa chaloupe? Bon, en fait, il ne l'a pas mise à l'eau. Il ne l'a pas détruite. Il s'en sert de temps en temps pour faire des grandes promenades avec son ami Socrate. Ils font le tour de l'île. Et puis, tout le monde, les amis, l'ont encouragé à l'emmener comme ça autour de cette belle île. Ils l'ont dit, mettons la chaloupe à l'eau, mettons la chaloupe à l'eau. Eh bien, je vais vous parler d'un pays où les objets et les animaux ont finalement le même parler, les mêmes préoccupations que les humains. Or, donc, le pot de terre, cuite, est sur son étagère. Il réunit tous les autres animaux et objets de la ferme, parce qu'une ferme, ça réclame beaucoup de travail, et il va répartir le travail sur chacun. Lui, il va répartir. L'aiguille, vous savez, c'est une aiguille au coude. L'aiguille, toi, oh, tu es fine, tu es agile. Eh ben, toi, tu vas balayer le plancher là-haut, vous savez, le plancher avec des planches, c'est en bois, beaucoup de poussière. Tu balayes la chambre du haut. Toi, le grain de blé, oh, bah, le grain de blé, bah, tu aimes bien la nature, tu vas compter la récolte de foin, brin par brin, faire des bottes de 10, de 100, de 1000, et puis tu iras les ranger dans le grenier. Ah, toi la pomme. Oh, bah la pomme,
tu iras chercher la vache au champ et tu la ramèneras à l'étable pour la traire. Facile. Qu'est-ce que je vais faire de toi, la mouche? Ah ben la mouche, toi tu vas prendre le bœuf à l'étable et tu iras l'amener au champ. Facile. Chacun a son travail, chacun part à son travail. Le pot de terre lui dit, moi j'ai beaucoup travaillé, ça fatigue, je vais me faire une petite sieste. L'aiguille monte, prend son balai, c'est une as du balai, elle manie ça en dansant, en chantant, et puis la poussière vole, c'est une joyeuse. Ah, mon prince viendra, bon, bref. Mais ce qu'elle ne fait pas attention, c'est qu'elle bute dans un petit nœud de bois et là, elle tombe. Elle tombe. Juste entre deux lames de plancher. Et comme elle est toute fine, elle tombe comme ça. La poussière retombe. Et c'est comme ça que le plancher n'a plus jamais été balayé. Pendant ce temps-là, le grain de blé arrive dans la cour. Alors, un grain de blé, un grain de foin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rangé. 1, 2, 3. C'est un bon comptable, le grain de blé. Et puis alors, paquet de 10, paquet de 100, paquet de 1000. C'est prêt pour être rangé. Content de lui. Alors, brusquement, l'orage et un grand vent se lèvent, balayent tout ça, la récolte de foin en l'air, et allez chercher un grain de blé dans une botte de foin. Ça se dit chez vous aussi, ça? Pas facile à trouver, hein? Ben, c'est comme ça que la récolte de foin n'a jamais été ramassée. Ah, la pomme. Oh, la pomme, c'est une rigolote, elle aime bien jouer tout le temps. Et puis, bien, elle doit prendre la vache au champ et puis la ramener à l'étable. Et vous savez, ces animaux de ferme, vous les avez vus marcher, ils connaissent le chemin mieux que les humains. Donc, plouf, plouf, plouf. La pomme, elle se dit, moi, je ne sers pas à grand-chose. Et je m'ennuie. Alors, elle joue à rouler dans l'herbe. De chaque côté du chemin, il y a de l'herbe. Au milieu, c'est la terre. Et elle roule. Et la vache voit passer cette petite boule verte. Hein, bon. Puis la pomme se laisse dépasser par la vache. Et puis, on roule du côté de la vache. Au bout d'une dizaine de fois, la vache voit cette petite boule verte fort appétissante qui lui passe devant. Et vous avez vu une langue de vache, c'est beau, oui. Hein? C'est râpeux. Alors, la langue sort et c'est comme ça que la vache est rentrée toute seule, mais elle n'a pas été traite. La mouche, elle doit prendre le bœuf à l'étable et l'emmener au champ. Mais un bœuf, alors là, le bœuf c'est pire que la vache. Il connaît le chemin, mais alors, plouf, plouf, plouf. Et la mouche qui a autre chose à faire dans sa vie, elle s'ennuie beaucoup. Elle se dit, oh, mais pour le faire avancer plus vite, elle prend du recul et paf, un petit coup de dard dans la fesse droite du bœuf. Le bœuf fait 3-4 pas rapides, mais l'habitude revient, et plouf, plouf, plouf. La mouche reprend du la fesse droite. Plouf, plouf, plouf. Il reprend son petit bonhomme de chemin. Et ainsi de suite, comme ça, ben la mouche s'amuse bien. Pif, la fesse droite. Pif, la fesse gauche. À chaque fois, même résultat. Le bœuf avance, puis reprend sa marche lente. Mais voilà, le bœuf, comme tout le monde, est pris d'une envie pressante. Il lève sa queue, écarte ses fesses. Et la mouche qui n'est pas du tout prévenue, elle se trouve face à un gros trou comme ça.
Ah ben c'est gentil de rire. La pauvre mouche. Ah bah du coup, et en plus, le bœuf referme sa queue, bah la mouche, elle est engluée pour longtemps. C'est comme ça que le bœuf, bah il a été tout seul au champ. Le pot de terre sur sa petite étagère. Ils ne sont pas rentrés. Oh, mais de nos jours, les chefs ne peuvent plus compter sur les valets pour travailler. Il va falloir que j'aille chercher, voir ce qu'ils font. Et ils sortent de son étagère. Là, il avait oublié qu'il était un pot de terre. Alors, un pot de terre, plein de petits pots de terre, mais en morceaux. Et c'est comme ça qu'à la ferme, aucun travail n'a plus jamais été fait. C'est triste, non? Je suis né dans une famille sympathique. Ah bah, tout le monde était bien gentil, on m'a bien accueilli et j'étais bien dans cette famille, bien aimé. Une bonne vie qui commençait jusqu'au jour où il a fallu que j'aille à l'école. Et c'est vrai que l'école, c'était pas mon truc, hein, non, j'avais du mal. Mais bon, en essayant d'apprendre quand même ce que je pouvais, on donnait des cours particuliers, un peu, parce que mes parents n'étaient pas bien riches. Et puis j'essayais de travailler plus, je trichais un peu aussi. Voilà. L'un dans l'autre, je suis arrivé jusqu'au bac. Vous avez le bac ici? Oui. La même chose, le bac. La veille du bac. Et la veille du bac, je me suis aperçu que j'avais rien retenu, rien compris, rien assimilé, rien. Alors quand je suis allé me coucher ce soir-là, avec le bac le lendemain, j'étais pas fier. Hein. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, déjà, le bac c'était important. Si on n'avait pas le bac, on faisait pas grand-chose. Hein. Et là, moi, pour l'avoir... Heureusement, cette nuit-là, je fais un rêve. Je suis dans une salle rouge, enfin avec des murs rouges. Enfin, les murs, c'est des flammes rouges. Derrière les flammes, il doit y avoir des choses parce qu'on entend des cris, des hurlements, des claquements, mais dans la salle, c'est calme. Et avec moi, dans la salle, il y a un homme habillé tout en rouge aussi, avec les cheveux un petit peu ébouriffés, comme ça en pointe, une petite barbichette un peu démodée. Et il me propose un contrat de fin d'études, me garantissant l'obtention du diplôme souhaité et tous les avantages qui vont avec. Et tout ce que j'ai à donner en échange, c'est mon âme. Alors je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais moi j'ai signé. Ah bah oui, j'ai signé. Pour le bac. Oh, j'ai signé. Alors ça fait un peu mal, il faut signer avec son sang. Bon, le bac quand même. Le lendemain, aux épreuves du bac, j'avais toutes les réponses. Enfin, presque toutes les réponses. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Bon, faut pas croire, hein, mon âme ne valait pas une mention très bien non plus. Hein. Mais assez bien quand même. J'étais content. Hein. Mes parents aussi, ils étaient contents. Hein. Surpris, mais contents. Et comme j'ai eu le bac, eh bien j'ai eu l'emploi qui va avec. Employé administratif, 2e échelon, à l'Agence nationale pour l'emploi. Chez vous, ça s'appelle l'UNAPEC, non? L'ANAPEC, voilà, c'est l'équivalent. J'ai commencé ma vie. Et j'ai commencé ma vie active. Dans ma vie active, c'était un emploi tranquille aussi. Hein.
Et un emploi qui ne demandait pas beaucoup d'efforts et surtout un emploi que j'aimais bien. Tiens, tu vas me dire stop quand tu veux. Très fort. Au milieu, au début, à la fin, quand tu veux. Stop. Bon, d'accord. Tu la regardes? Tu la regardes bien? D'accord. Et tu me rends le 5 de carreau, s'il te plaît. Tu me le rends? Le 5 de carreau, c'est ça? Oui. Le 5 de carreau. Ah. Derrière mon guichet, à l'Agence nationale pour l'emploi, la RAPEC, j'étais bien. Je donnais du travail aux autres, alors qu'avant j'avais peur de ne pas avoir de travail moi. Idéal, idéal. J'apportais de la joie jusqu'au jour où elle est arrivée. Elle était belle. Elle était drôle, sympathique, intelligente, qualifiée, diplômée, très diplômée, très qualifiée. Ah ben, j'aurais pu lui trouver facilement du travail. Hein. Mais à la place de ça, je lui ai trouvé un remplacement pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir. Là, je lui ai trouvé un autre petit travail pour 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, elle est revenue me voir. Et après, elle est revenue me voir et bon, je lui ai trouvé un tout petit truc pour 3 jours, mais il fallait bien que je lui trouve un vrai travail parce que déjà, je lui voulais pas de mal, moi, hein, au contraire. Et puis en plus, elle était très qualifiée, ça se verrait à force. La nuit où elle devait, enfin, la veille du jour où elle devait venir me voir pour le rendez-vous, ben, j'étais triste. Parce que si je lui trouvais un vrai travail, elle ne reviendrait plus. Heureusement, cette nuit-là, je fais un rêve. Les flammes sont toujours là, mais cette fois-ci elles sont bleu, blanc, rouge, c'est la couleur du drapeau français. Et le type en rouge est là aussi, mais il porte une écharpe bleu, blanc, rouge, un peu comme un maire de chez nous qui fait les mariages. Et du coup, effectivement, il me propose un contrat de mariage avec l'être aimé et garantissant tous les avantages qui vont avec. Et tout ce que j'ai à donner en échange, c'est la moitié de l'âme de mon épouse. Ah oui, parce que comme on se marie sous le régime de la communauté, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, donc on partage tout, donc il lui reste une âme entière, donc j'ai la moitié. Bah, c'était un peu dur pour elle parce que je lui prenais la moitié de son âme, mais moi je ne pouvais pas vivre sans elle. Alors j'ai signé. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici. Regarde bien. C'est un peu, tu sais que le cas c'est un roi, ça, hein, roi de carreau, c'est ça. Le lendemain, quand elle est venue me voir, je lui ai trouvé un super travail, avec un bon salaire déjà, un travail intéressant avec des possibilités d'avancement, un travail qui ne lui prenne pas trop de temps quand même pour qu'elle ait des loisirs, et un travail parfait. Du coup, elle aussi, elle était contente et elle m'a laissé l'inviter à déjeuner. Et puis on s'est revus, et puis l'un dans l'autre, on a fini par se marier. Une belle vie. Tiens, on va tout de suite. Je vais mettre les cartes. C'est le 8 de trèfle. Une belle vie. Une belle vie, mais au bout d'un moment, on a voulu agrandir la famille, on a voulu avoir des enfants, et ça ne marchait pas. On a consulté des médecins, des gens qui s'y connaissaient, pas d'explication, et pas d'explication, pas d'enfants. Alors, du coup, je voyais bien que ma femme commençait à déprimer,
Elle était plus aussi gaie qu'avant, elle était un peu triste, et moi aussi, ça n'allait pas durer. Hein. Bon, heureusement, je vous rassure, j'ai fait un rêve. J'ai signé pour 2 enfants. Un garçon et une fille, en bon état, bonne santé, intelligent, suffisamment, sympathique. Bon, 2 enfants corrects. Et tout ce que j'avais à donner en échange, c'est l'âme des enfants. Oh, je n'allais pas m'en priver. Hein. Surtout que si je ne signais pas, il n'y avait pas d'enfants du tout. Alors, c'était gagnant-gagnant. Donc, un peu de temps après, on a eu une fille, ma fille Elodie, et puis un peu après, mon fils Jonathan. Voilà, on a eu 2 enfants qui ont bien grandi, et tout s'est très bien passé. J'ai vraiment eu une belle vie. On l'a pas déjà fait le set de frappe? Oui, on l'a déjà fait, oui, je peux en retirer une autre. Ah, ça arrive, j'emmerde. Le 6 de carreau, on l'a pas fait celui-là. Oui, c'est ça. Merci. Mais cette vie parfaite, avec un bon travail, j'étais devenu chef de service, elle a continué, ça s'est passé il y a environ... en fait, après j'ai commencé à être un peu plus vieux, et puis je me suis dit que tout ça, au fur et à mesure qu'on vieillit, il allait falloir que je paye un jour. Il faudrait payer. Heureusement, je fais Je suis dans la salle. Là. Je ne sais pas de quelle couleur sont les pompes funèbres chez vous. Chez nous, c'est un peu violet très foncé. Hein, oui, c'est pour les enterrements. Là, les flammes étaient violet très foncé. Et lui, il était en rouge très foncé aussi. Et il me propose un contrat d'assurance vie, me garantissant le prolongement de ma vie jusqu'à une date indéterminée. Bon, je vous demande même pas si vous auriez signé, hein. Moi j'ai signé. Ah ouais, tant qu'à faire. Et ça s'est passé, ça s'est passé il y a une quarantaine d'années maintenant. J'étais déjà proche de l'âge de la retraite quand j'ai signé, mais j'ai continué encore. Maintenant, je suis directeur régional de la NPE en France. Et bien, mes enfants ont grandi, ils sont partis fonder leur famille. Ma femme n'a pas beaucoup vieilli non plus parce qu'il lui restait une moitié d'âme. Je pense qu'elle a négocié toute seule. Et puis, ça peut durer comme ça indéfiniment. Tout ce que j'ai à faire pour que ça dure, c'est de rassembler des gens, leur dire des diableries, leur en montrer aussi. S'ils ne protestent pas, ils sont en faute. Et s'ils applaudissent, leur âme est à nous. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup tous d'être venus. Je suis Madame Saleh Wafa, j'ai été enseignante, j'ai été inspectrice de l'éducation nationale et je fais partie d'une association qui s'appelle OCAD. C'est OCAD qui a organisé cette rencontre en invitant des tisseurs de contes de Bretagne, qui vivent en Bretagne, à Rennes. Les tisseurs de contes nous ont invités l'année dernière, nous avons passé un séjour extraordinaire chez eux. Et cette année, nous les avons invités pour qu'ils viennent découvrir le Maroc et qu'ils viennent nous émerveiller par leurs contes. Ils sont allés de Marrakech à Dmenet, à Aït Bouguemez, et ils sont arrivés ici à Beni Mellel. Alors, OCAD, comme les tisseurs de contes, s'intéresse à la tradition orale, c'est-à-dire à ce qui se dit et qui s'envole,
qui n'est pas écrit. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que chez vous, à la maison, écrivez, demandez à vos grands-mères, demandez à une tante, à vos pères, à vos mamans, de vous raconter des histoires. Essayez de les écrire pour que ça ne se perde pas. Donnez ces histoires à vos professeurs. Essayez de garder cette transmission qui est très, 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 très importante parce que c'est une région qui est justement riche en tradition orale. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et voilà, je vous remercie tous. Alors, je vous dis d'applaudisser fort l'association locale parce que c'est elle qui est à l'origine de cette rencontre et de cette... On a les contes de Perrault. Charles Perrault vivait à l'époque du roi Louis XIV et de Charles Perrault, il nous reste 12 contes. Rien que dans la moitié de la Bretagne, on a des centaines de contes. Comme chez vous, il y en a des milliers. Bon, dans les contes de Perrault, presque toujours, il y a à la fin. Et donc, cela prouve bien, enfin, il y a la morale qui est écrite. J'ai entendu dire que les conteurs et les conteuses africaines, souvent disent à la fin, et j'avais entendu dire que, oui, nous disons à la fin ce qu'il faut comprendre du conte parce que chaque conteur, chaque conteuse comprend diverses... Pourquoi pas? Moi, je trouve que, comme dans les contes de Perrault, comme dans les contes, on peut s'en passer, oui. Mais, alors, bon, ceci dit, ce conte-là est véritablement un conte, un message, un conte de sagesse. Il y a des contes... de merveilles, de choses incroyables qui se passent, de la magie qui se passe. Mais ceux qui sont de magie, par exemple, il n'y a pas de message de sagesse précis. Chacun reçoit des choses diverses selon ses capteurs, selon sa sensibilité. Moi, je ne donne pas non plus de morale à la fin des contes, mais je sais que dans la tradition orientale et autour de la Méditerranée, même les contes merveilleux, ils ont une morale à la fin. Il y a une phrase de morale pour terminer. C'est la tradition, c'est comme ça, on commence par Ken, Yamaken et on finit toujours par une phrase de morale. Mais pour moi, personnellement, je préfère que la personne qui entend, elle puisse trouver sa propre phrase pour terminer, que ce soit elle qui fasse cette phrase-là. Donc moi, je ne la dis pas et je laisse chaque cœur faire ça, sa façon. Mais c'est personnel. Je sais que c'est aussi parce que je vis en France. Peut-être que si je vivais ici, je ferais autrement. C'est peut-être au commencement du monde. Et au commencement du monde, la terre et le ciel étaient tout proches. Le ciel caressait la terre. Les nuages venaient tout autour des arbres et venaient les chatouiller. Le ciel disait des mots doux à la terre. Et c'est comme ça que le ciel et la terre sont tombés amoureux. Et c'est comme ça que la première fille est née. On l'a appelée Osea. Quand Osea est née, le ciel lui chantait des berceuses. Quand Osea est née, la terre lui donnait de quoi manger. Osea a grandi, elle a commencé à parler, elle allait dans les rivières se laver, elle prenait les fruits des arbres pour manger, et tout allait bien. Un jour, Osea a découvert une racine qui poussait dans la terre. Elle l'a ramassée et elle en a fait de la farine avec un grand bâton. Elle a tapé sur le sol pour faire la farine qu'elle a mangée. Plus elle faisait la farine et plus le bâton poussait. Et elle chantait et le bâton poussait. Elle faisait la farine pour manger et son bâton poussait. Elle chantait oh ya ya, et tout à coup aïe aïe aïe, ouille. Le bâton avait tellement poussé que le pauvre ciel était tout plein de bleu
faire du mal comme ça. Mais Osea a continué. Avec son bâton, ses racines, elle a fait de la farine et elle a encore chanté. Aïe aïe aïe, ouh, mais arrête donc un peu ma fille, mais oh! Alors le ciel s'est éloigné de la terre. Et Osea a encore continué. Elle chantait, le bâton grandissait de plus en plus et elle aussi grandissait. Et à nouveau, aïe aïe aïe, ouille, ah mais maintenant ça suffit, j'en ai marre et oust. Et le ciel est parti, il est parti tellement loin que Osea était bien embêtée. Sa mère continuait de lui donner de quoi manger, mais son père, le ciel, elle ne l'entendait plus. Il était parti bien trop loin et il était parti fâché. Alors elle s'est mise à pleurer. Et elle a pleuré encore. Elle s'est dit, mince, mon père est fâché. Et en plus, il est tellement loin, j'ai beau l'appeler, il ne m'entend plus. Elle a cherché dans la terre. Elle a trouvé des pierres précieuses qui brillaient. Pour se faire pardonner, elle les a lancées dans le ciel. C'est comme ça que les étoiles sont nées. Elle en a trouvé une plus grosse, qu'elle a lancée elle aussi. Et c'est comme ça que la lune est apparue. Le ciel était heureux. Son cœur était apaisé. La fille a continué à chanter pour son père, le ciel. Aujourd'hui, et elle a continué de lui parler. Aujourd'hui, elle ne l'entend plus avec les oreilles, mais avec le cœur. Et on dit que c'est depuis ce jour que les hommes et les femmes parlent au ciel. Chacun à sa façon, par la prière, par le chant, par la danse. Cette partie de l'atelier, donc on va parler un peu plus de théorie, de structure, de personnages, de choses comme ça, uniquement en discussion. Il n'y aura pas d'exercice, parce que vous avez fait les exercices. C'était prévu. Il faut vous reposer. Et donc moi je m'appelle Gilbert, je suis depuis une dizaine d'années dans l'association Les Tisseurs de Contes. Je raconte l'histoire depuis un peu plus de temps, je fais des spectacles depuis plus longtemps que ça aussi. J'anime des ateliers, j'anime des stages, mais je ne suis pas enseignant. Donc vous me pardonnerez les petites erreurs de pédagogie qui ne manqueront pas d'apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est que le conte? Déjà, hein, on va revenir aux bases. Mais par contre, s'il y a des choses que vous maîtrisez depuis longtemps, n'hésitez pas à m'arrêter, puis j'irai plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que le conte? Eh bien, le conte, c'est un conteur. Un spectacle de conte, c'est un conteur qui a une histoire à raconter. Donc, le conteur, il va choisir une histoire. Alors, il va la trouver dans les livres, dans le patrimoine, il va la trouver parce qu'il a vu un clip sur YouTube, il va la créer. La source de l'histoire, il peut y en avoir plein. Et les histoires, il y en a des milliers, plus leurs variantes. Donc, des histoires, il y en a plein. Le conteur va choisir l'histoire. Il y a un conteur français qui s'appelle Michel Houellebecq qui dit aussi que l'histoire choisit le conteur. Ah, c'est beau, hein. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais moi j'imagine que ça veut dire que en fait, le conteur ne peut pas raconter toutes les histoires. Il y a des histoires qui ne vont pas lui convenir, et il ne pourra pas les choisir. S'il les choisit, ça va être raté. Parce qu'on n'est pas tous prêts à raconter n'importe quoi. Peut-être que le message de l'histoire en question ne nous plaît pas, ou ne nous correspond pas, ou bref, on a tous des histoires qu'on va pouvoir raconter, d'autres non. Si une histoire ne convient pas, on en prend une autre, c'est pas grave. Il y en a plein. Et quand on a le conteur et l'histoire, ça veut dire quelque chose aussi, ça veut dire que le conteur choisit l'histoire, il sait ce qu'il va dire, il sait quel est le message qu'il va transmettre. Le conteur, lui,
il est là. Donc il a les gestes, il a les déplacements, il a les expressions du visage, il a le ton de la voix, le volume de la voix, la vitesse d'élocution. Tout ça, c'est pas dit dans le livre. Et celui qui écrit dans le livre est forcé de rajouter des indications pour qu'on sache évidemment tout ce qu'il y a, tout ce qui est joué. Or, quand vous reprenez un conte comme ça, si vous dites le texte tel qu'il est dans le livre, ben vous avez toutes ces indications-là qui sont redondantes parce que vous pouvez les jouer. Donc il ne faut surtout pas vous bloquer sur ce qui est écrit dans le livre, parce que justement, vous êtes là. Vous allez rajouter beaucoup plus d'informations, vous allez enlever des mots, vous allez rajouter des informations non verbales que le livre ne peut pas transmettre, évidemment, parce que lui, le pauvre, il n'a que des mots. Ou à moins de mettre beaucoup de mots, mais là, du coup, ça devient un script de théâtre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre des contes en livre? Non, c'est bien. Je reviendrai si vous allez-y. Donc un conte n'est pas une lecture. Un conte n'est pas non plus une récitation. Alors on n'apprend pas le conte par cœur. C'est-à-dire que le même conteur peut raconter 2 fois la même histoire en changeant les mots, en changeant les phrases, en modifiant des éléments entiers. Du moment qu'il respecte la structure de l'histoire et que l'histoire porte bien le message, il n'y a aucun problème. Donc le conteur n'est pas bloqué sur des mots. Ce qui est bien pratique en cas de trou de mémoire. Quand on ne trouve plus un mot, on peut en dire un autre, c'est pas grave. Ce qui n'est pas le cas au théâtre, parce qu'au théâtre, il y a moins d'improvisation parce qu'on a des acteurs partenaires. Et s'ils attendent notre réplique pour dire la leur et qu'elle ne vient pas, ben, ils sont embêtés, quoi. Donc, alors que le conteur, lui, il est libre. Souvent, on compte tout seul. On peut faire des comptes à plusieurs, hein, mais souvent, on est tout seul. Et le conteur est à la fois l'interprète, bien sûr. Il est le metteur en scène. Il est le décorateur. Il va mettre une montagne ici, un fleuve ici. Voilà, ça y est. Il va y avoir une charge de 500 éléphants qui arrivent par là dans la plaine. Ça coûte pas cher, hein. Alors qu'au cinéma, oui. Il a une liberté totale. Mais par contre, justement, cette liberté, elle est aussi dans les mots. La liberté se retrouve dans le choix de ces mots. Il peut très bien dire la même histoire. On a même si vous avez 2 conteurs qui racontent la même histoire et qu'ils ont bien travaillé tous les deux, vous pouvez ne pas reconnaître tout de suite l'histoire quand ils vous disent la même histoire l'un après l'autre. Parce que les histoires sont tellement différentes, mais la structure de l'histoire et le message de l'histoire seront les mêmes. Donc on n'est pas bloqué sur des mots. Sauf que, il y a quand même des choses à apprendre par cœur. Alors moi, je dis toujours qu'il faut apprendre la première et la dernière phrase par cœur. Pourquoi? Parce que la première phrase, c'est l'entrée dans l'histoire. C'est là qu'il faut capter l'attention du public, il faut l'intéresser. Sinon, si on commence par quelque chose d'ennuyeux, il va se dire, bon, ça va être barbant, voilà, je vais penser à ce que je vais faire manger ce soir. Voilà. Il faut capter l'attention du public par la première phrase. Donc la première phrase doit être bien travaillée, elle doit être bien minutieusement ciselée, et elle doit être apprise par cœur, du coup, pour avoir l'effet maximum. On peut essayer plusieurs versions de la première phrase, mais une fois que vous avez une version qui est bien, vous la gardez et vous la prenez par cœur, parce que ça va vous aider, vous aussi, à rentrer dans votre histoire. Une fois que vous connaissez la première phrase, après tout le reste de l'histoire va couler. Voilà. Et vous aurez capté votre public avec un maximum d'intensité. Et la dernière phrase, je recommande de la prendre par cœur aussi, parce que c'est là-dessus qu'on va quitter le public. C'est là-dessus que l'histoire se termine. Donc c'est l'impression finale qui va être laissée par cette histoire. Donc il faut aussi qu'elle soit bien propre, nette, et qu'elle finisse par un point final. Voilà. Et il y a aussi d'autres choses. Alors au début, pour le début et la fin, il y a un débat entre les conteurs. Il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. C'est sur les formulettes. Les formulettes de début et de fin. Vous savez, les formulettes, il était une fois, etc. Voilà. Cric-crac, faites silence, c'est la queue du chat qui danse. Au temps passé, oublié, quand le chameau était beau et le singe naïf. Enfin bon, vous allez en trouver des centaines sur Internet. Et pareil, il y a des formulettes de fin qui vont... Alors chez nous, on a une formulette de fin qui s'appelle, qui se dit v'là le bout. Voilà le bout. Mais en argot, en langage gallo, c'est le langage régional où je suis, c'est v'là le bout. Voilà, donc pour dire c'est fini, quoi. Et donc le conteur dit son histoire et à la fin il dit v'là le bout. Traditionnel chez nous.
enfin dans notre petite région de Bretagne. Mais alors, il y a un débat sur ces formulettes de début et de fin, parce que les formulettes sont intéressantes, elles permettent de dire au public que je vais commencer. Il était une fois, bon, vous savez que je vais commencer une histoire. Voilà. Donc ça, c'est la formulette de rassemblement de l'attention. Ça a un intérêt à ce niveau-là. A l'inverse, les formulettes ne sont pas liées au conte. Elles sont en préambule, mais elles ne font pas partie de l'histoire. Parce qu'il était une fois, ça marche avec n'importe quelle histoire, quasiment. Donc, en fait, la formulette ne fait pas partie du conte. Or, on a dit que le conte, l'histoire, c'était la partie la plus intéressante. Donc déjà, commencer par quelque chose qui n'est pas l'histoire, est-ce que c'est la bonne solution? Et c'est pour ça qu'il y a des conteurs qui utilisent les formulettes et d'autres qui travaillent leur première phrase, justement pour remplir le besoin de cette formulette et capter l'attention du public avec la première phrase. Donc ils ont bien travaillé leur première phrase et ils peuvent justement se passer de la formulette. Mais du coup, la première phrase fait partie de l'histoire. C'est tout l'intérêt. Pareil pour la dernière phrase. Vous avez des conteurs, alors, que je ne citerai pas chez nous, hein, vous connaissez, ils disent leur histoire, ils disent leur histoire, ils disent leur histoire, paf, v'là le bout. Ah, je ne savais pas que c'était fini. Mais v'là le bout, bon, ça y est, c'est fini, on applaudit. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment leur phrase de fin. Et le public ne sait pas que c'est fini. Il pourrait y avoir encore plein de péripéties derrière, mais on ne sait pas. Alors que si vous travaillez correctement votre phrase de fin, tous les éléments, les péripéties de l'histoire sont résolus normalement. Et la phrase de fin va indiquer clairement que l'histoire est finie en elle-même. Mais elle fait toujours partie de l'histoire. Donc on est toujours dans l'histoire quand on pose le point final avec le ton de fin. Le ton est très important sur la... faut pas faire un ton... ils se mariaient, il y a eu beaucoup d'enfants. Mais ces enfants, voilà, on peut dire que si on part dans un ton qui n'est pas un ton de fin, en fait, il pourrait se passer encore des choses derrière. Donc il faut travailler ce ton de fin pour que, quand vous dites le dernier mot de la dernière phrase, le public sache que c'est fini. Après, vous n'avez plus qu'à baisser un petit peu la tête et puis ils applaudissent ou ils vous jettent des pierres, ça dépend. Mais donc on peut se passer de la formulette de fin qui... et c'est un risque des formulettes aussi, c'est de négliger un peu le travail sur ces phrases de début et de fin, qui pour moi est quelque chose d'important. Donc, après, c'est chacun qui fait comme il veut. Il y a plein de versions différentes, il y a autant de façons de compter que de compteurs, mais bon, il y a, grosso modo, il y a les traditionnels et puis il y a les modernes. Les deux sont bien, mais c'est à vous de choisir votre façon de compter et votre façon de travailler avec le compte. Par cœur et récitation. Il y a d'autres choses qu'il faut apprendre par cœur dans un conte. Si vous avez des chansons ou des poèmes, bah oui, il faut les apprendre par cœur. Vous n'allez pas les improviser à chaque fois. Hein. Si vous avez des devinettes, et là c'est encore plus important, des devinettes, parce que souvent la devinette elle tient à un mot dans l'énoncé de la devinette. Si on oublie un mot ou qu'on change un mot, la devinette ne veut plus rien dire. Donc on est forcé de les apprendre par cœur. Et encore plus la solution de la devinette. Parce que si vous n'avez plus la solution, alors là, vous allez être bête. Donc il y a des choses à apprendre par cœur comme ça. Et vous pouvez aussi apprendre par cœur des moments où il va y avoir des changements dans l'histoire, des changements d'atmosphère, des retournements de situation. Donc des moments clés de l'histoire. Là, vous pouvez travailler des phrases de façon très précise pour que justement le changement soit fait avec le plus d'efficacité possible. Donc, et entre ces points clés, en fait, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, avec les mots que vous voulez, du moment que l'histoire est racontée, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était... donc le conte n'est pas une récitation. Le conte n'est pas du théâtre. Et là, je crois que je vois un peu. Le conte n'est pas du théâtre pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas une récitation et au théâtre on est souvent plusieurs, donc on attend la réplique de l'autre. Hein, si voilà, on récite. On joue, mais c'est par cœur parce qu'on va pas changer. On respecte le texte de l'auteur en général au théâtre. Le conte, il n'y a pas de texte à respecter. Alors là, c'est votre texte, donc vous respectez votre texte, vous le dites comme vous voulez. Il n'y a pas un modèle de conte qui serait le modèle qu'il ne faut surtout pas changer, il ne faut pas changer une virgule. Un conte, ce n'est pas un livre saint, c'est quelque chose que vous pouvez transformer comme vous voulez, juste en respectant la nature de l'histoire. Et il y a d'autres différences avec le théâtre.
Alors, est-ce que vous êtes coutumier du quatrième mur? La notion de quatrième mur, je vais l'expliquer. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, ici, j'ai une scène de théâtre, voilà, avec le fond, les côtés. Il y a deux acteurs qui sont sur la scène, qui sont en train de jouer. Et devant, il y a le public. Voilà. Alors, il y a des acteurs sur la scène qui voient le public, évidemment, ils ne sont pas idiots. Mais ce n'est pas les acteurs qui sont sur la scène. Ce sont des personnages. Et les personnages, eux, ne voient pas le public. Parce que s'il y a l'homme et la femme qui sont dans leur cuisine, ben, il n'y a pas 50 personnes qui les regardent dans leur cuisine. Ou c'est rare. Donc, il y a ce qu'on appelle le quatrième mur, qui est ce mur-là, qui est un mur imaginaire, qui sépare les personnages du public. Le public voit les acteurs et les personnages, évidemment, il est là pour ça. Mais les personnages, eux, ne voient pas ce qui se passe. Quand ils regardent par là, ils voient leur mur de cuisine. Un mur imaginaire, fictif, mais ils voient un mur de cuisine. Donc, à part des effets de mise en scène très précis, en général, ils ne s'adressent pas au public directement. Quand ils jouent une scène qui est dans un lieu, ils sont dans leur univers, et leur univers n'est pas celle de la salle. Sauf si, dans leur univers, ils sont en train de jouer une pièce de théâtre où il y a une salle devant, mais ça bien des choses qui s'imbriquent. Donc, en fait, les acteurs, eux, savent, mais les personnages, eux, jouent dans leur bulle et ne regardent pas le public, ne s'occupent pas du public. Bien sûr, s'il y a une scène où, par exemple, les gens vont rire dans le public, les acteurs vont faire une pause. Les acteurs font une pause et il faut qu'il y ait une justification pour les personnages pour faire une pause. Mais pour le temps que les rires s'apaisent. Alors je vais vous demander d'occuper tout l'espace en marchant. En marchant à votre rythme, comme si vous marchiez dans la forêt, dans la rue, tranquillement, et d'occuper tout. Alors je vous demanderai de ne pas être en, de pas tourner en rond, de couper.